Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Christelle Balestin vous propose de vous accompagner dans votre questionnement sur le sens de la vie sur Terre. Dans ces capsules, elle vous suggère des clés pour faire la paix avec votre passé, votre présent et avancer sur votre chemin de vie avec de plus en plus de paix intérieure. Bonjour, ici Christelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule à la recherche du sens de la vie. Alors, dernièrement, on a abordé les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. On s'est familiarisé avec l'image de Annie Marquier avec la diligence. Donc, on serait apparenté notre corps à une diligence, le cocher notre mental, les chevaux nos émotions. Et bien sûr, à l'intérieur de la diligence, la personne VIP, notre moi profond, notre âme. Puis, on en est venu à envisager la vie soit comme un jeu, c'est-à-dire avec des règles qui sont préétablies et qu'on a tendance parfois à oublier, notamment une des règles de la vie, c'est quand le jeu se termine, c'est d'être dans cette conscience que la mort fait partie de ce chemin de vie, ce chemin d'incarnation de vie avec un corps sur Terre. Nous avons évoqué aussi la vie comme un voyage avec ce véhicule pour passer les différents moments de notre vie, les différents paysages, les différentes situations, avec une circulation parfois très très intense, avec des embouteillages, avec les interactions avec les autres autres voyageurs comme nous, et les jeux de rôle, quel rôle on joue pour les autres dans leur vie. Eux jouent des rôles aussi qui impactent notre vie, et nous on a le rôle principal par rapport à notre mission de vie à nous. Quel est le scénario de base que notre âme a choisi d'incarner dans cette vie? Et donc avoir conscience de ça, c'est pouvoir à un certain moment rectifier le tir avec notre cocher pour rediriger un peu notre vie pour qu'elle soit en lien avec nos aspirations. Et l'image que je vous propose aujourd'hui, c'est notre fameux système immunitaire qui a été bien mis à mal avec le Covid récemment. Quel est ce virus ennemi qui vient attaquer notre système immunitaire, et comment agir par rapport à ça, et comment se renforcer pour d'autres virus qui pourraient vouloir nous atteindre sur la suite de notre voyage. Alors, je vais d'abord faire une petite partie technique sur le système des allergies et du système immunitaire, pour faire un parallélisme avec les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc, pour rappel, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Eh bien, notre système immunitaire émotionnel va être alerté lorsque ces situations de vie se présentent. Et vous savez que quand on a notre système immunitaire au niveau de notre santé physique qui réagit, il peut y avoir de la fièvre, il y a vraiment des manifestations physiques parce que l'organisme met en place tout un processus pour lutter. Notamment l'augmentation de la température fait partie de ce qui est mis en place par le corps pour lutter contre cet envahisseur, cet ennemi. Alors, dans le terrain des allergies, en fait, la première étape, c'est la sensibilisation. Ça veut dire que notre système immunitaire, lorsqu'il va être mis en contact pour la première fois avec cet allergène, il n'y aura pas de symptômes dans le corps, mais par contre, il va y avoir quelque chose qui va se préparer. C'est-à-dire que si le système immunitaire détecte cet allergène comme un danger potentiel, il va y avoir production d'anticorps. Et donc, les anticorps sont comme des petits soldats. D'ailleurs, on dit que quand on a de la fièvre, c'est le système immunitaire, justement, qui s'active avec les anticorps. Donc, ce sont des petits soldats qui vont être prêts, comme dans des sentinelles, à réagir dès que le danger se présente à nouveau.
C'est une manière justement au système immunitaire de vouloir contrer l'attaque. Et donc, on est au premier contact de l'allergène asymptomatique. Mais il se fait que lors du deuxième contact, lorsque notre système immunitaire rencontre à nouveau cet allergène, là, il est identifié immédiatement, il est reconnu et automatiquement, c'est le cas de dire que les petits soldats vont faire feu, c'est-à-dire l'inflammation. Hein, l'inflammation, ça parle bien effectivement, comme s'il y avait ces rougeurs, ces démangeaisons qui sont là justement pour signaler et rejeter. La production d'histamine, pour ceux qui ont des allergies, vous avez l'habitude certainement de consommer comme médicament des antihistaminiques, puisque c'est pour faire diminuer le taux d'histamine, cette substance qui est fabriquée par le corps en réaction et donc en surréaction par rapport à l'allergène. Alors, ce qu'on aimerait quand on est allergique, c'est ne plus avoir ce corps qui systématiquement se sent en danger en présence de l'allergène et qu'il puisse y avoir une cohabitation possible sans que le corps n'ait besoin de surréagir et de produire cette réaction inflammatoire. Eh bien, si vous prenez votre système immunitaire, c'est un petit peu la même chose. Si on considère que les 5 blessures, sont 5 allergènes, il faudrait pouvoir apprendre à notre système émotionnel lorsqu'il est en contact, lorsque notre système immunitaire émotionnel est en contact avec l'une de ces blessures, c'est d'éviter cette inflammation, cette surréaction, ce gonflement et tout l'inconfort que ça apporte. Et on sait qu'après la surréaction, petit à petit, que ce soit par une réaction de colère, de révolte, d'extrême tristesse, etc., lorsque les émotions s'apaisent un peu, c'est comme si ça dégonflait un petit peu, comme si l'œdème se réduisait un peu et qu'on était plus à même alors d'apporter les soins nécessaires. Et donc, dans cette phase de sensibilisation et puis de réaction allergique, c'est un petit peu comme l'enfant qui est exposé à ces blessures dès sa plus tendre enfance et qui ne va pas être en capacité de décoder ce qui est en train de se passer. Donc, il va être entre guillemets asymptomatique. Et puis, lorsque au cours de sa vie, il va se retrouver dans ces mêmes situations où il s'est senti trahi, abandonné, rejeté, humilié ou victime d'une injustice. Il va y avoir alors son système immunitaire qui va fonctionner, émotionnel bien sûr, et il va y avoir cette surréaction enflammée par rapport à la situation. Alors, en parlant d'enfants, qui est exposé dès le plus jeune âge aux blessures, Lise Bourbeau dit que les blessures d'abandon et rejet, ce sont les premières blessures qui sont activées entre 0 et 1 an. Alors, la blessure d'abandon, qui est un peu couplée par la suite avec la blessure de trahison, on en parlera plus longuement une prochaine fois. Ce sont souvent des blessures qui vont particulièrement s'activer avec le sexe opposé. Donc les hommes par rapport aux femmes et les femmes par rapport aux hommes. Et donc très souvent dans les relations de couple. Et puis pour le rejet et l'injustice, là ça va plutôt s'activer de manière plus intense avec le même sexe. Et par contre, la blessure d'humiliation, elle va être plus liée aux parents, au sexe du parent qui s'est occupé de notre développement physique, puisqu'il y a beaucoup plus de connexion avec le physique. Et donc, ça veut dire que l'enfant naît déjà avec une hérédité génétique. Et il y a donc ce qu'on appelle aussi dans la sphère émotionnelle, on en parle de plus en plus, le transgénérationnel. Donc ça voudrait dire, c'est quelque chose que je vous propose et pour lequel je vous invite à la réflexion, mais bien sûr sans détenir aucune vérité. Ça voudrait dire que lorsqu'on vient au monde, il se pourrait que nous ayons déjà
outre cet héritage génétique, cet héritage transgénérationnel émotionnel, qui pourrait expliquer, puisque le hasard n'existe pas, que notre âme a choisi de s'incarner avec ces parents-là, avec ses frères et sœurs-là, dans ce milieu-là. Alors, dans cet héritage transgénérationnel, vous pourriez être très surpris si vous analysiez un peu de manière voilà, discrète aussi. Le but n'est pas d'agresser vos parents ou de les presser de questions, mais interrogez-vous un peu sur ce que vous pourriez identifier comme blessures parmi ces 5 blessures ou celles qui sont prépondérantes, puisqu'on sait que on les a quasi toutes, mais à des intensités différentes, voir un petit peu au niveau de vos parents et éventuellement jusqu'à vos grands-parents. Au-delà, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et vous pourriez être surpris de voir certains schémas se reproduire au travers de ces générations. Et ça pourrait en tout cas donner du sens à pourquoi, par exemple, vous vous sentez particulièrement concerné par la blessure de trahison. Et donc, identifiez simplement un peu ces blessures qui vous touchent, vous, aussi fort. Voyez un petit peu comment ces blessures ont pu impacter vos propres parents. Observez peut-être ce qui peut se passer avec vos frères et sœurs qui peuvent, eux, ne pas être impactés de la même façon que vous, ne pas avoir pris la même part d'héritage que vous. C'est vraiment très intéressant et quelqu'un qui en parle très bien également, c'est Natacha Calestrémé. Alors, de nouveau, certains d'entre vous probablement connaissent déjà, d'autres pas. Donc, vous pouvez aussi faire une petite recherche. Natacha Calestrémé partage aussi beaucoup de choses sur les réseaux, par des vidéos. Il y a bien sûr ses livres. Il y en a un qui s'appelle La clé de votre énergie et le deuxième Trouver ma place. Et justement, dans son parcours de découverte, Natacha Calestrémé, elle démarre d'abord par ce transgénérationnel, par l'identification des blessures et l'identification de ces héritages transgénérationnels. Et puis après, elle propose un chemin de guérison pour se libérer de ce poids transgénérationnel, de ces émotions qui éventuellement ne nous appartiennent pas et avec lesquelles on a du mal d'avancer dans la vie. Donc là, c'est vraiment son chemin et je trouve ça très intéressant. Je vous ai déjà dit que mon chemin, moi, celui avec lequel je me sens à l'aise pour la guérison des blessures, c'est par rapport à l'hypnose. Et donc, on y viendra. Donc, je vous ai parlé du transgénérationnel parce que donc, qu'on parle de cet enfant qui est en sensibilisation des blessures dans sa petite enfance, et puis plus il va grandir et plus son système immunitaire, bien sûr, va envoyer les signaux, son système immunitaire émotionnel, et donc où il va y avoir de la surréaction. Donc les surréactions des blessures, lorsqu'on parle de la blessure de trahison, la surréaction, ça va être un comportement d'être extrêmement méfiant, alors je résume vraiment les choses, et d'être très contrôlant. En fait, donc Lise Bourbeau donnera comme non au masque, au comportement de compensation de la blessure de trahison, le contrôle. Pour ce qui est de la blessure de rejet, ce sont des personnes, lorsqu'elles se sentent agressées et victimes de rejet, ce sont des personnes qui auront tendance à fuir. Donc on va parler du masque fuyant. Pour ce qui est de la blessure de l'abandon, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont en contact, donc des systèmes immunitaires, lorsqu'ils sont en contact avec l'allergène de l'abandon, vont produire une réaction inflammatoire de dépendance. Lorsque on parle de la blessure d'humiliation, ça va créer un masque masochiste. Alors de nouveau, vraiment, je vous donne juste les préceptes comme ça, sans trop m'alourdir sur le sujet. Et pour ce qui est de la blessure d'injustice, ça donne un masque de rigidité. Voilà. Alors, il paraît que lorsque
on estime qu'on n'a pas de blessure ou qu'on est dans une forme de déni inconscient, bien sûr, puisqu'on sait que le déni, c'est le terme qu'on va utiliser pour exprimer des choses que le conscient a envie d'occulter. Et donc forcément, tout ce qui est occulté par le conscient va se retrouver dans l'inconscient. Donc, entre guillemets, le déni, on ne le fait pas exprès. Et donc, il paraît que la blessure qu'on oublie, c'est celle qui nous concerne le plus. J'avoue que je me sens particulièrement concernée par la blessure d'injustice, que j'y travaille. Et justement, comment travailler sur une blessure? Eh bien, je vous ai dit qu'il y avait 2 étapes, comment dire, très claires dans une allergie où il y a la sensibilisation et puis la réaction allergique. Et donc, parlons quand même de la 3e étape qui est la désensibilisation. Comment guérir d'une allergie? Mais il y a des traitements médicaux pour procéder à la désensibilisation. Et comment fait-on une désensibilisation? Ça veut dire qu'on va mettre l'organisme, le système immunitaire en contact avec l'allergène volontairement et faire en sorte, alors bon, vraiment je ne suis pas médecin donc je vais rester dans des explications vraiment très 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 simples, mais le but c'est vraiment que l'organisme petit à petit s'habitue à la présence de l'allergène et pour que la réaction, la réponse inflammatoire diminue et pour qu'à un certain moment, on puisse cohabiter avec l'allergène. Eh bien, dans les blessures de l'âme, c'est la même chose. C'est que votre plan de vie, votre mission de vie, certains diront votre karma, si vous êtes venu expérimenter de manière particulièrement intense une blessure plutôt que l'autre, comment guérir cette blessure? Eh bien, c'est d'abord en l'identifiant, en l'acceptant. Vous ne pouvez pas soigner, vous n'avez pas toute votre énergie pour soigner une blessure si vous êtes dans le rejet en disant ça ne devait pas arriver, c'est pas normal, etc. Et puis vous savez aussi que l'acceptation, c'est accepter le temps de la guérison. Et parfois, la guérison prend plus de temps que prévu et on est souvent avec nous-mêmes extrêmement dur, extrêmement rigide, très exigeant. Et imaginez-vous que vous vous adressez à un enfant, vous n'allez pas reprocher à un enfant le temps qu'il va mettre à guérir d'une blessure. Au contraire, vous allez redoubler de gentillesse, d'attention pour l'envelopper, le rassurer. Et vous n'allez pas lui reprocher de ne pas guérir suffisamment vite. Et c'est l'attitude qu'il faudra avoir avec notre enfant intérieur, avec ce passager invisible dans notre intérieur qui est souvent très malmené et on est souvent très 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 exigeant avec nous-mêmes. Et donc dans cette phase de guérison, donc de désensibilisation, plus on va être dans l'acceptation de cette blessure, dans l'empathie, plutôt que d'en vouloir à notre cocher, notre mental en disant mais enfin c'est de ta faute, t'as vu dans quelle situation tu t'es mis, pourtant tu sais très bien que ça ne te convient pas, pourquoi t'es de nouveau tombée amoureuse, amoureux de cette personne alors que tu sais très bien que c'est le genre de relation qui pose problème. Et donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on expérimente. Ce sont toutes des expériences. Et il faut avoir énormément d'empathie pour les apprenants que nous sommes. Ainsi donc, face à ces agressions extérieures qui sont représentées par les blessures et face au comportement d'évitement qu'inconsciemment notre système immunitaire émotionnel va mettre en place, comme la fuite, la dépendance, la rigidité, la méfiance, le contrôle, etc. Comment l'hypnose pourrait vous aider au travers de cet objectif de guérison des blessures, ou en tout cas de les soigner, puisqu'on ne peut pas guérir du jour au lendemain. On a toute une vie de toute façon pour apporter des soins à nos blessures et pour essayer de quitter cette terre avec les cicatrices les moins douloureuses possibles. C'est un peu, je pense, le but de notre vie, c'est de gagner en paix intérieure au travers de tout ce contexte de vie pour lequel on n'est pas venu se reposer. Et donc en fait l'hypnose,
J'aime bien quand les personnes viennent pour la première fois dans ce but-là, donc de guérison des blessures, c'est d'abord travailler sur l'acceptation. Parce que tant qu'on se sent victime des événements, tant qu'on n'est pas d'accord avec ce qui arrive, c'est difficile de pouvoir enclencher un processus de guérison parce qu'en réalité, il y a une part de nous qu'on refuse. Or, nous sommes cette personne qui porte des masques, qui s'enflamme. Et il faut pouvoir s'autoriser à être comme ça. Il faut accepter notre imperfection parce que la condition humaine, notre condition d'être humain, nous rend imparfaits. Et c'est en accueillant cette imperfection qu'on peut commencer à avancer sur un chemin, pas de perfection du tout, mais d'acceptation de qui on est. Et plus on s'accepte tel qu'on est, et mieux on peut se transformer pour devenir une version de nous-mêmes plus heureuse et plus apaisée. Donc dans l'hypnose, on peut travailler sur l'acceptation d'abord de ce qu'on vit. On peut se libérer de la colère quand elle est contre-productive, parce que c'est finalement quelque chose qui nous brûle, qui nous enflamme de l'intérieur, la colère. Alors, se libérer de la colère, ça ne veut pas dire tout pardonner à tout le monde en se disant après tout c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas ça. C'est se libérer de la charge émotionnelle qu'on a soi, à l'intérieur de soi et qui nous empêche de pouvoir tourner notre regard dans une direction constructive parce qu'on a pour nous-mêmes tout cette brûlure intérieure qui nous consume et qui requiert finalement toute notre énergie. Et donc c'est un geste d'abord qu'on fait, la guérison des blessures, bien évidemment vis-à-vis de soi-même. Et puis on peut travailler sur les perceptions transgénérationnelles, sur des conceptions, sur ces masques, et toujours en venant se reconnecter à notre essence profonde, à notre passager intérieur invisible. Et donc les moments d'hypnose, ce sont des moments de rencontre entre le cocher, ou plutôt de repos du cocher, pour laisser émaner la voix intérieure qui va pouvoir nous guider. Donc l'hypnothérapeute n'entend aucune voix qui va pouvoir renseigner la personne qui consulte, c'est la personne elle-même en se mettant avec l'aide d'un accompagnant dans cet état de conscience modifié qui va elle-même ressentir dans son corps, dans son cœur, dans ses pensées, ce qui va pouvoir la faire progresser. Et en parlant du cœur, donc, le cœur est le siège de ce passager intérieur. Et l'intellect, le conscient, c'est notre cocher qui nous dit tout le temps « il faut, on doit ». Mais si vous voulez prendre des décisions dans votre vie qui vont être en respect de votre essence profonde, ce seront toujours des décisions du cœur. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un dialogue constructif et un respect de chaque partie de nous-mêmes dans les décisions qu'on va prendre, pour respecter les chevaux, pour donner des instructions claires en lien avec ce que notre cœur aspire au cocher, que le cocher puisse nous entendre, donc pouvoir établir cette communication et voyager vers une paix intérieure. C'est ce que je vous souhaite, de voyager le plus confortablement possible. J'espère en tout cas que mes capsules vous y aident. Vous trouverez dans le bas de cette vidéo tous les liens utiles sur les personnes que j'ai pu évoquer, qui m'ont beaucoup éclairé sur mon propre chemin et que je suis ravie de partager avec vous. Et j'espère vraiment vous retrouver nombreux lors de la prochaine capsule. Merci pour votre attention et à bientôt.